Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mangetsu. C'est la rentrée, c'est la pleine lune du mois de septembre, je suis super heureux de vous retrouver. Évidemment avec une belle annonce un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais avant ça, on a un beau rattrapage à faire. Ce rattrapage, il concerne évidemment les sorties du mois d'août qui n'ont pas eu la chance d'être traitées en vidéo et pourtant Dieu sait qu'elles sont magnifiques, à commencer par Golden Guy tome 1 de Jun Watanabe avec sa belle dorure. Alors là, si on mettait pas de dorure sur celui-là, vous allez me dire qu'on serait fou. Donc on y a pensé, Dieu merci. Superbe petit underground qui concerne du coup une chasse au trésor de ce personnage qui s'appelle Guy lui-même, mais G-A-I, c'est un jeu de mots, le Golden Guy, qui est en chef d'un petit clan de Yakuza et qui, au sein de sa famille, connaît pas mal de dissensions et de désaccords, etc., et qui vont jusqu'au meurtre, malheureusement, d'un de ses protégés. Il va vouloir élucider ce meurtre, et sur la piste de ce meurtre se trouve quoi? Ni plus ni moins que le trésor des Tokugawa. Donc c'est hyper haletant, premier arc en 5 tomes. Je crois que je vous l'avais déjà présenté la série, donc je vous fais pas l'affront de tout refaire, mais vraiment c'est un beau petit bijou d'action. Ça permet d'avoir une première série underground aussi chez Mangetsu, une série qui est à mon avis très accessible au plus grand nombre. Elle est chez Mangetsu Seinen parce qu'il y a un petit peu de violence, mais je pense que c'est une série qui peut être lue quand même relativement large, à vrai dire, enfin surtout quand on voit certains titres en shonen qui parfois sont vraiment ultra violents, beaucoup plus que Golden Guy, et c'est une série qui fonctionne très bien. Merci pour votre accueil, c'est un beau petit démarrage, et puis surtout l'accueil critique est vraiment purement excellent. Je sais que l'auteur Watanabe Sensei est lui aussi très content de la version française, donc voilà, on continue, et puis dès le mois prochain, du coup, Golden Guy tome 2, pardon, et puis vous aurez un tome tous les 2 mois ensuite, jusqu'à ce qu'on rattrape le Japon dans le courant de l'année prochaine, et puis après on suivra le rythme japonais au plus près. Toujours au mois d'août, Chihoran tome 9, toujours avec sa magnifique dorure, avec une superbe couverture de Toshitsune Hijikata cette fois. C'est marrant parce que j'ai bouclé le tome 11 littéralement en venant au bureau aujourd'hui dans le train, et du coup c'est rigolo de revoir les prémices de ça. Ah oui, c'est bien ça, hein, c'est bien celui-là. Ouais. On a 2 phases dans ce tome. La première, c'est un duel fratricide absolument haletant sur la première moitié. C'est un de mes combats préférés, je pense, depuis le tout début. Et ensuite, on va avoir la présentation des 7 démons du Mito Tenguto et surtout l'affrontement final avec Kamo Serizawa qui se prépare. Vous verrez, ça se prépare vraiment parce que ça se met bien sur la couenne dans le tome 11 que j'ai relu ce matin. L'occasion pour moi de vous dire et de vous remercier aussi, puisque en faisant un petit peu un point sur les chiffres de vente il y a très peu de temps, Chihoran est vraiment un énorme succès sur le marché français aujourd'hui, et c'est incroyable en fait. Enfin voilà, je suis très heureux. Je suis très heureux pour toute l'équipe qui travaille dessus. C'est un de nos premiers bébés, vous le savez, c'était notre autre shonen avec Aohashi en lançant Mangetsu l'année dernière. C'est toujours traduit par l'adorable Nesrine Mezouane et toujours lettré par l'adorable Farid Daoud, que je salue très fort en passant. Et voilà, foncez sur Chihoran. Dans un registre très différent, Shigahime de Sato Hirohisa, avec sa jolie page couleur et toujours ses couvertures absolument incroyables. Regardez-moi ça, comme c'est beau, la femme est vraiment toujours aussi forte. C'est l'avant-dernier tome déjà, un tome où beaucoup de choses se passent, notamment entre ces 2 personnages qui ont l'air très proches comme ça sur la couverture, mais Dieu sait qu'elles ont 2-3 contentieux à régler. Je suis content parce que, bon, au-delà du fait que Shigahime est un succès, c'est plus une nouvelle maintenant qu'on est au tome 4, mais là aussi, on a des super retours critiques et les lecteurs, globalement, captent vraiment le second niveau de lecture de la série et ce que ça raconte sur les émois adolescents et tout ça. C'est vrai qu'à la fin du tome 4, on se dit mais comment est-ce que c'est possible de finir en un seul tome derrière? Vous verrez la fin, moi je la trouve vraiment superbe. Voilà, je suis trop content, encore une fois. On a là aussi à Japan, en librairie, beaucoup de remarques sur la série, sur le fait que c'était un peu une petite pépite cachée au Japon, etc. Que vraiment ce traitement de fabrication a fait lire la série à des gens qui derrière se retrouvaient vraiment accrochés par le récit et par le dessin. Dessin absolument sublime, hein, vous aurez des extraits à l'écran, mais voilà, Shigahime c'est vraiment très beau. Et je suis trop fier de le publier, et vous le savez, on aura aussi Mother Parasite, du coup l'autre série de l'auteur en 2023. Et d'ici là, il y aura le tome 5 normalement le mois prochain, puisque ça doit être début octobre si je ne dis pas de bêtises. Mon petit chouchou, Mako, Les Enfants d'Hippocrate, tome 3, avec la plus belle couverture de la série à date. Couverture qui a permis de faire la meilleure première semaine de la série jusqu'à maintenant. C'est aussi peut-être parce qu'on a passé l'été à vanter les mérites de cette série un peu partout, là aussi entre la librairie Japan et j'en passe. Aussi parce que la série a un vrai soutien de l'appareil critique, des blogueurs, des journalistes et tout. Et que voilà, beaucoup de gens, je pense, ont envie de la conseiller. Je sais qu'en librairie, elle est souvent très conseillée aussi.
Je comprends pourquoi il n'y a peut-être pas autant de lecteurs que ce que je rêverais sur cette série. Je sais très bien ce que c'est que d'être lecteur en librairie et de se dire ouais bon la pédiatrie, est-ce que vraiment c'est le thème qui m'intéresse ou quoi? Je vous en conjure s'il vous plaît, testez les tomes 1 et 2 au moins. Dites-vous que c'est pas de la pédiatrie, c'est ce que vous voulez, ajouter le décorum de vos souhaits dessus, mais voilà, vraiment les enfants d'Hippocrate c'est un bijou absolu. Je pense que c'est vraiment la pépite de la collecte Mangetsu Life. Je pense que ça mérite des sélections et des prix et autre chose. Toshihisa Higashimoto est vraiment un génie, ça se lit tout seul et à la fois il n'y a rien qui est laissé au hasard, c'est bourré d'émotions. La relation avec le frère de Mako devient vraiment hyper intéressante et croyez-moi on a un petit peu d'avance en prod, la série ne fait que monter en puissance, le fil rouge que vous connaissez du coup pour les gens qui lisent la série, je ne vais rien spoiler, vraiment se développe et de quelle manière. Et à côté on a toujours ces petits à côté avec des petits chapitres qui vont concerner des petits cas et différents âges aussi et puis des choses, des thèmes vraiment très très variés et tout. Voilà, je ne sais plus quoi dire pour vous vendre les enfants d'Hippocrate, mais s'il vous plaît, lisez les enfants d'Hippocrate, regardez comme cette couverture est belle. Juste ça, ça mérite que vous lui donniez sa chance. Et promis, si ça vous plaît pas, vous pouvez arrêter tout ça, mais en vrai, il n'y a aucune chance que ça ne vous plaise pas. Et j'ajouterais que Jean-Victor a dit que ce nounours était très mignon, ce qui est quand même super important. Entre deux prises, voilà, il faut le savoir, lui aussi est tombé sous le charme. Toujours au mois d'août, je passe très vite dessus, Soten no Ken tome 5, c'est la bagarre. C'est vraiment la bagarre là pour le coup, vraiment ça se met des grosses mandales. La bien-aimée de Kenshiro retrouve petit à petit la mémoire et avec ça, tout s'éclaire un petit peu dans la Mandchourie. Et Kenshiro, lui, va mettre des mandales à ce monsieur qui pourtant était très bien entraîné mais qui va voilà, goûter à la force des doigts et des poings de notre héros. C'est un tome qui est vraiment bourré en action. C'est un excellent tome, voilà, avec un personnage complètement hors du commun, littéralement énorme. Pour les gens qui ont lu, vous voyez à peu près de qui je parle, qui va arriver dans l'arc qui commence juste ensuite. Et vraiment, encore une fois, c'est une série qui est bien plus qu'une préquelle ou bien plus qu'un délire un petit peu série B ou quoi. Il y a des vraies émotions dedans, on ressent des vrais trucs et tout, c'est une pure série. Et je sais que de plus en plus de gens s'en rendent compte puisque j'ai eu l'occasion d'en parler avec pas mal d'entre vous du coup à divers endroits cet été, que ce soit en librairie, à la Japan Expo, etc. Et beaucoup de gens sont très touchés du fait qu'on traite bien selon eux Soten no Ken et parce que la série le mérite vraiment et je suis tout à fait d'accord. Et mine de rien, on a un Tetsuhara qui est quand même très en forme. On vient de boucler là en prod en ce moment Ikusanoko qui sortira au mois de janvier, qui est la toute dernière série en date de l'auteur, qui va bientôt s'achever au Japon sur la jeunesse de Oda Nobunaga. Et voilà, quand je revois du Soten no Ken, je me dis, il était quand même vraiment d'une surpuissance totale à l'époque. Alors Dieu merci, il est encore très fort aujourd'hui, mais il y a des plans dans Soten qui sont absolument dingues et on sent que l'auteur s'éclate et tout. Donc voilà, lisez Soten no Ken. Le plus gros démarrage de Junji Ito, il est là, il est dans mes mains, c'est de la folie, c'est Zone Fantôme, le dernier titre en date de l'auteur, sorti mi-août du coup, alors normalement pas une période où les librairies font les plus gros chiffres de l'année, et pourtant, plus grosse première semaine, plus grosse deuxième semaine, un accueil critique absolument dithyrambique partout, alors après c'est normal, hein, c'est la preuve que l'auteur en a encore vraiment beaucoup sous la pédale, on a 4 histoires courtes du coup qui ont une sorte de, non pas de fil rouge, mais de petites connexions thématiques, des histoires qui sont un petit peu plus longues que les histoires courtes de Junji Ito à l'accoutumée, puisque ça a été publié d'abord sur internet et l'auteur en parle très bien à la fin. Il a eu cette liberté en fait, lui qui a vraiment un peu plus sa carrière derrière lui que devant lui a priori, même si on lui souhaite évidemment de durer encore 30 ans, mais voilà. Il lui-même explique en fait que le fait d'avoir eu plus de pages, c'est ce qui lui a permis de se renouveler, autant thématiquement, et des fois il a l'impression un peu de se répéter d'une histoire à l'autre ou quoi, autant le fait d'avoir fait éclater un petit peu le format, ça lui a permis vraiment de s'éclater aussi lui au dessin, et c'est absolument magnifique, c'est très varié entre les 4 histoires, en plus de ça Morolian à la fin signe évidemment une postface magnifique aussi en analyse, et puis surtout on ouvre avec une préface de Fausto Fazulo absolument incroyable, vous avez même une petite page couleur dans Zone Fantôme, elle est juste là. Et ensuite vous avez la préface de Fausto qui est juste ici et qui, sans vouloir faire d'ombre à personne, est vraiment un sommet de préface, sûrement la meilleure préface qu'on ait eue sur Junji Ito pour le moment. Donc, et que ce soit Maudite Madone, Léthargie, Le Coteau, Pleureuse ou La Rivière Spectrale d'Aokigahara, vraiment Zone Fantôme c'est un petit bijou. Et la très bonne nouvelle pour vous, c'est que Zone Fantôme tome 2 sortira en 2023 chez Mangetsu. On a un programme absolument dingue en Junji Ito en 2023. Je ne vais rien trop teaser aujourd'hui, je vais juste vous reparler de Soichi du coup qui sera la prochaine sortie entre la mi-octobre et la fin octobre. Je ne sais plus exactement quel jour on est, mais il y a de très belles surprises autour de Soichi à venir aussi. Et puis le programme Junji Ito 2023 est absolument dément. On s'en reparle très vite, c'est promis. D'ici là, si c'est pas fait, allez découvrir Zone Fantôme tome 1 ou tous les autres titres de Junji Ito. Ils sont tous disponibles puisque Tomie est revenu aussi en librairie.
C'est le problème de faire des vidéos où il y a 2 mois de sortie et d'augmenter le rythme des sorties chez Mangetsu, c'est qu'il y a beaucoup de titres à vous présenter, mais celui-là j'aimerais passer un petit peu plus de temps que les autres et vous me pardonnerez pour les titres qui viendront ensuite. C'est Paka de Daisuke Imai, c'est notre nouveauté du mois de septembre, c'est une trad de Miyako Slocum, déjà tout est dit, merci, bonsoir. C'est un petit bijou, Mangetsu Life là aussi, du coup notre très très belle collection qui accueille notamment les enfants d'Hippocrate, Ice Guy and the Cool Girl et j'en passe. C'est une weird romance, comme j'aime à l'appeler, c'est-à-dire que c'est une romance mais qui est chelou. En gros, on va suivre un héros, un jeune garçon qui fait de la natation dans son équipe, il est surdoué pour ça et tout ça, mais il se fait régulièrement battre par la fille qu'il aime. Forcément, son ego en prend un petit coup et tout ça. Lui, son esprit de compétition non plus n'est pas super affûté, il trouve tout un petit peu relou dans la vie, etc., etc. Et un jour, il manque de se noyer, en tout cas, il est un peu attiré par le fond dans la piscine scolaire, et il trouve cette fille qui l'attire, qui l'embrasse, et quand il remonte, sa vie ne sera plus jamais la même, puisqu'il commence à avoir des écailles au bout de ses mains. Cette fille, c'était un kappa, d'où le jeu de mots sur Paka ici. Les kappas sont des yokai, du coup, de la mythologie japonaise, des petites créatures, un peu comme les lépreux chaudes, mais genre des marécages japonais, on va dire, qui ont la particularité, du coup, de transformer les humains en lézards, pensés comme le bisou de la princesse, mais dans l'autre sens, avec la grenouille, quoi. Enfin, le crapaud. Voilà, ça, c'est le postulat de départ. En fait, Paka, c'est surtout un triangle amoureux dans un contexte lycéen, quand même plutôt très réaliste, à la Daisuke Imai, j'ai envie de dire, les gens qui ont lu Sensu et ses autres œuvres connaissent l'auteur, c'est un auteur qui est quand même relativement cru. À la fois, c'est assez feel good quand même, et je pense que la trad de Miyako rend vraiment service à cet aspect-là. Bah, vous avez ce moment de transformation juste ici. Évidemment, un peu à l'instar de Shigahime, là aussi ça nous parle des changements de l'adolescence, que ce soit du corps, des relations, des découvertes, etc., etc. Et vraiment, c'est un bijou absolu. J'ai un regret, je vais le partager avec vous en vidéo, j'aurais vraiment aimé sortir les tomes 1 et 2 en même temps, c'était malheureusement pas possible, mais le tome 2 est vraiment exceptionnel, la série se lance totalement. L'auteur vient rajouter beaucoup d'humour en plus dans le tome 2, ce qui rend la chose encore plus complète et complexe. À savoir que ce sera une série courte, puisque c'est une série qui est complète en 5 tomes aussi, que c'était prévu en 5 tomes, elle n'a pas été annulée ou quoi. L'auteur a l'habitude de faire des séries courtes et son histoire sur Paka tenait en 5 tomes. Vraiment, si vous aimez les bonnes romances, si vous aimez les histoires qui sortent un peu de l'ordinaire, si vous aimez Akata par exemple, parce qu'Akata a énormément de romances qui sortent de l'ordinaire, eh bien je vous conseille vraiment de sauter sur Paka, c'est un petit bijou. En plus vous avez des effets de fab, alors c'est très très fin, mais vous verrez, on a reproduit les écailles sur la couverture, que ce soit sur la main, que ce soit là-haut. Pareil, dans les yeux, il y a aussi un petit vernis, alors je sais pas si à la caméra ça se voit, parce qu'avec cette lumière c'est pas forcément évident. Mais voilà, le bouquin est super beau, c'est une très très belle fab, avec un lettrage de Anne Demar, et voilà, vraiment, je suis très très fier du travail de tout le monde. Lisez Paka, s'il vous plaît. Vous m'en voulez pas, donc j'accélère un petit peu l'apparition des sorties. Awashi tome 11 avec sa couverture incroyable. C'est la couverture préférée de plein de gens. Alors pas moi, parce que je trouve que celle du 10 est encore plus parfaite. Mais c'est vrai que celle-ci est vraiment très très belle. On est encore en plein dans le match de Musashino. C'est un volume où Ashito va vraiment plus que se réveiller. Il va même se révéler à lui-même, j'ai envie de dire. Voilà, c'est toujours mon bébé. Voilà, lisez Awashi. Bon, vous êtes un paquet à lire Awashi, donc j'ai moins besoin de vous le dire. Mais voilà, c'est vraiment une série magnifique. Et puis on a toujours Kaneda, Tachibana, l'affrontement un petit peu entre les deux équipes et leurs deux histoires respectives. C'est un tome absolument génial. Awashi tome 11, c'est en librairie. Là, je suis obligé de passer un petit peu de temps quand même, parce que Butterfly Beast de tome 5, déjà, c'est la fin de la série, pour l'instant. C'est Yuka Nagate qui était notre invitée à Japan Expo, aussi à Tsundoku à Marseille, puisqu'elle est venue faire inaugurer la librairie et nous faire l'honneur d'une superbe dédicace le 18 juillet dernier. Ça a été vraiment mortel d'accueillir Yuka Nagate, c'était la première fois qu'on accueillait une mangaka. Ça s'est super bien passé, tout le monde a été absolument adorable, on a un souvenir vraiment génial, on est resté en très bon terme et régulièrement en contact. Et Butterfly Beast 2, tome 5, donc, est la conclusion du deuxième arc de Butterfly Beast. Moi aussi, j'aimerais beaucoup avoir un Butterfly Beast 3. Elle aussi, elle aimerait beaucoup avoir un Butterfly Beast 3. Donc, on se reparle dans quelques temps. Mais d'ici là, c'est le moment de dire au revoir ou à bientôt à Ocho. J'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Vous êtes nombreux au rendez-vous sur Butterfly Beast depuis le départ. C'est vraiment une superbe série. Et puis, pareil, je trouve que cette couverture et cette C4 et tout ça, tout est beau sur Butterfly Beast 2. Donc, allez le lire en librairie, s'il vous plaît. Alors lui, il est là tous les 2 mois et il est arrivé en force puisque c'est le plus gros démarrage de tous les temps sur Mangetsu. Il a les meilleurs temps de passage, c'est absolument dingue, c'est Rooster Fighter, Kokori, KO comme c'est écrit à chaque fois derrière. C'est Rooster Fighter tome 3 du coup, donc le dernier tome
en date, puisque le tome 4 va sortir au Japon, ou vient tout juste de sortir au Japon. On va donc rattraper la parution, et ce sera un tout petit peu plus long en 2023, même si Shu Sakuratani est un auteur qui est super productif, donc il y aura quand même normalement 3 tomes l'année prochaine. Tome 3 absolument excellent, avec une histoire de barrage. Alors vous le savez, Rooster Fighter, c'est pas juste une grosse blague potache hyper marrante qui parodie l'Attaque des Titans, Dragon Ball, One Punch et en veux-tu en voilà. C'est aussi une critique assez acerbe de la société japonaise. Et après avoir critiqué les salarymen ou les gens qui plongent un petit peu trop dans le gambling avec le tome 2 et cet arc qui se passe dans le petit village avec notamment ce papa, ici il va vraiment critiquer l'égoïsme rural, en gros pour le dire comme ça. Face à une catastrophe naturelle et un barrage, il va devoir du coup lui-même monter au créneau, et c'est vraiment excellent. La série elle est meilleure de tome en tome, donc je suis ravi d'avoir une série qui est meilleure de tome en tome quand on voit à quel point c'est un carton dès le tome 1, et vous êtes énormément à l'aimer, je le sais, je le vois au quotidien. Donc voilà, allez chercher Rooster Fighter, ça sort là c'est sorti la semaine dernière au moment où vous voyez cette vidéo, et dans 2 jours au moment où on la tourne du coup, c'est dispo en librairie. Très rapidement, Keiji tome 8, c'est toujours absolument magnifique. Là aussi, ça monte toujours en puissance. On a Ofu, du coup, qui est au cœur d'un conflit qui va, du coup, se faire s'affronter Keiji et quelqu'un qui lui ressemble beaucoup. Donc, vous verrez, l'issue de l'affrontement est très, très touchante, notamment parce que les 2 personnages ont beaucoup plus en commun qu'il n'y paraît au départ. C'est un des plus gros affrontements de l'histoire. Il y a vraiment beaucoup d'action, énormément d'idées de mise en scène et tout. C'est toujours une excellente série. Allez lire Keiji tome 8. C'est un classique du Shonen Jump, mine de rien. C'est le seul chez Mangetsu, donc profitez-en, l'édition est toujours aussi belle et tout, donc voilà, c'est dispo en librairie. Et puis enfin, dernière sortie du mois de septembre, déjà Ice Guy and the Cool Girl tome 2, c'est marrant parce que du coup on s'était laissé juste avant la Japan Expo où, vous le savez, Ice Guy and the Cool Girl tome 1 était notre lancement, et on se retrouve avec la sortie du tome 2. Vous verrez dès Ice Guy and the Cool Girl tome 2, les histoires s'allongent un petit peu, c'est-à-dire qu'au début on était vraiment sur du gag manga sur le tome 1 avec beaucoup d'histoires en 4 pages et tout. Plus ça va, plus l'autrice va du coup allonger un petit peu ces histoires, et surtout en fait faire que ces personnages évoluent façon fil rouge, donc des gens vont se mettre en couple, notamment dans la boîte où travaillent nos 2 héros, etc. etc. C'est toujours aussi mignon, c'est toujours aussi doux, c'est toujours aussi guilleret et tout. Donc là aussi vous étiez nombreux à être au rendez-vous pour Ice Guy and the Cool Girl, bah continuez à l'être. Question format, hop, parce que ça se voit pas forcément toujours sur les vidéos, c'est quand même vraiment un grand format, je tiens aussi à le préciser. Et voilà, c'est une trad de Amira Zegrour avec un lettrage de Céline Olive chez Black Studio, et c'est toujours une des plus belles séries du catalogue Mangetsu Life. C'est un peu la pression, je ne sais plus trop comment faire puisque ça fait un moment que ça m'est pas arrivé, mais c'est le moment que vous attendez toutes et tous, le moment de l'annonce d'une nouvelle série. Dieu sait qu'on en a un paquet à vous annoncer, on en a un paquet là pour les prochaines semaines et pour les prochaines Tsukimi, mais celle-ci, ça fait quelques mois que j'avais vraiment hâte de vous la présenter puisqu'il s'agit de Kaiju Jietai de Junya Inoue et Seiichi Hirato. Alors, pour les gens qui sont calés en langage militaire, j'imagine que le Jietai sonne particulièrement, pour les autres le Kaiju aussi. Des Kaiju, on en avait déjà, même si ça s'appelait des Kiju dans Rooster Fighter. Par contre, des militaires, on n'en avait pas encore forcément. Le Jietai, c'est l'abréviation de la Japan Task Defense Force, c'est-à-dire les militaires qui sont chargés de protéger le Japon. Si vous ajoutez ça avec les Kaiju, vous vous dites ok, on voit à peu près où on va en venir. Et bah, c'est à peu près ça, mais pas vraiment. C'est-à-dire que Kaiju Jietai, donc c'est par l'auteur de Ptoum, Junya Inoue, Ptoum qui est quand même un sacré classique, paru chez Glénat en France, c'est pour moi ce qui se rapproche le plus de Shin Godzilla de Hideaki Anno au cinéma, qui est le film live d'Hideaki Anno, chef-d'œuvre absolu et tout ça. Pourquoi ça s'en rapproche? Parce qu'en fait, certes, on va avoir des Kaiju, on va avoir des militaires, on va même avoir des exosquelettes, des mechas et plein de choses qui font rêver et tout. Mais en fait, Kaiju Jietai, ça va aussi nous parler de l'intime dans les moments de grande crise. Évidemment, les Kaiju, un peu à l'instar de la création de Godzilla, sont des paraboles de catastrophes naturelles. Et le Japon, vous le savez, a une histoire militaire assez compliquée, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, et des pratiques qui vont avec. Des pratiques qui passent beaucoup par la bureaucratie. Et en fait, Junya Inoue, c'est un auteur qui est vraiment à part, puisqu'il n'est pas que mangaka. Il est aussi graphic designer, je pense on dit, dans le jeu vidéo, notamment dans plein de classiques du shmup comme Dodonpachi et tout ça, les jeux où on tire sur plein de monstres qui arrivent à l'écran en scrolling vertical, etc. etc. Les shmuppers savent de quoi je parle. Et c'est quelqu'un qui est rare au manga en fait. Depuis Ptoum, il avait dû faire une petite incartade sur une histoire courte, il n'était pas revenu sur une série en particulier. C'est un auteur du coup qui a un certain âge maintenant et qui partage vraiment sa vie sur ses différentes obsessions. Et en fait, Kaiju Jietai, on a son obsession des gros monstres qu'on shoot dans les shmups avec des forces militaires, mais il nous raconte l'autour, tout ce qu'on ne voit pas dans les jeux vidéo légendaires auxquels il a participé. Et ce qu'on ne voit pas, c'est
Par exemple, les réactions incrédules des réseaux sociaux si un monstre vraiment apparaissait dans la baie de Tokyo. Et la bêtise qu'il peut y avoir avec. Ça peut être l'égoïsme des bureaucrates qui voient plutôt la menace pour leur poste que la menace pour leur vie. Et ça, c'est vraiment Shin Godzilla pour le coup. C'est l'immobilisme quasi pachydermique d'une certaine forme d'organisation de défense aussi. Et au milieu de tout ça, on va avoir un peu à l'instar de Pacific Rim, l'espoir qui naît chez les jeunes héros et chez les jeunes qui ont envie de s'engager pour défendre les leurs déjà, puisque vous verrez avec notre héroïne, il y a une histoire particulière auprès de quelqu'un qui lui est très proche, leur pays, mais aussi essayer de comprendre ce que c'est que cette agression du coup de monstres géants. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il y a une raison derrière? Et évidemment, il y a une raison derrière, etc. À noter que la série compte déjà 7 tomes, 8 tomes même au Japon aujourd'hui, donc on a vraiment progressé dans l'intrigue. Au départ, pour le faire simplement, dans Kaiju Jetai, ça se passe il y a 4 ans, il y a un chapitre prologue, un long chapitre de prologue, et il y a 4 ans, il y a eu une première incartade d'un monstre, qui était la seule, du coup, qui était une espèce de grande zéro de l'arrivée des Kaiju, qui se passe dans un Japon très contemporain, comme si c'était il y a 4 ans maintenant. Enfin, ça se passe un petit peu avant, du coup, c'est pas tout à fait en 2020, ou en 2018 en l'occurrence, là si on fait 2022-4, mais c'est plutôt, je dirais, vers 2013, quelque chose comme ça, si on doit le dater, notamment au niveau des smartphones et de la technologie qu'on voit et qui est invoquée, etc. etc. Ce qui s'explique aussi puisque la série a commencé il y a un moment au Japon. Mais donc bref, il y a 4 ans, il y a eu une première incartade de kaiju sur les terres, enfin au large des côtes japonaises, et celle-ci a été matée, et derrière il s'est à peu près rien passé. Et du coup, celle-ci est quasiment devenue presque une légende urbaine en fait, avec Internet, avec les fake news et tout ça. Les gens ont remis en question la pertinence de ça. Sauf que le survivant de cette attaque, il va lui être ami avec Konoe, qui est donc l'héroïne de notre série. Et un jour, ils vont se retrouver dans un conflit, parce que c'est une série qui est quand même éminemment politique, vous allez comprendre pourquoi. On se retrouve dans un conflit dans les mers du Pacifique entre la Chine et le Japon, qui chacune protège leurs côtes et tout ça. Et au détour d'une discussion, ce survivant explique à notre héroïne qu'il a un mauvais pressentiment, que ça fait à peu près les mêmes choses qu'il y a 4 ans quand il a vu ce monstre débarquer et tout emporter avec lui. Et bah, il avait raison, il a bien fait de croire son instinct, puisqu'effectivement, les kaiju sont de retour, et notre jeune Konoe, qui doit avoir 21-22 ans à peu près à ce moment-là dans l'histoire, se retrouve complètement prise au dépourvu, mais à l'image des jeunes générations et du message que Junya Inoue veut envoyer, va en fait prendre les devants et essayer d'organiser un peu tout ça. Le problème, c'est que plus elle va aller d'acte héroïque en acte héroïque, même si des fois il y a des choses qui peuvent être remises en cause, et c'est une série qui est quand même relativement adulte, donc elle ne fait pas non plus que grimper au dos de... C'est pas Monster Hunter, quoi. Elle va pas triompher des kaiju elle toute seule avec ses petits pistolets, mais petit à petit, elle va un peu voir la hiérarchie et ce qui se cache derrière. Et comment, en fait, on en vient à banaliser des attaques de kaiju et de monstres énormes et tout ça au sein de l'organisation militaire. Et c'est vraiment un point de vue mortel. C'est une série que j'avais lue un peu par hasard à l'époque parce que j'aime beaucoup l'auteur et que les kaiju, ça me fait triper. Beaucoup moins, a priori, tout l'aspect tactical, militariste et tout ça du truc. Je me disais, ah ouais, bon, je sais pas. Puis un jour, il y a une couverture avec un gros exosquelette en méca, ils m'ont eu et j'ai voulu le lire. Et en fait, j'ai vraiment pris une tarte puisque ça m'a littéralement rappelé du coup Shin Godzilla d'Hideaki Anno, qui est pour moi un des chefs-d'œuvre absolus d'Hideaki Anno, qui en compte quand même quelques-uns dans sa carrière. Et j'avais été vraiment frappé par cette vision de la bureaucratie très punk, souvent presque dans l'humour en fait absurde de ce que les formulaires A32 ont de pire, surtout face à une menace aussi existentielle. Et vraiment la série m'a vraiment bouleversé. J'ai trouvé ça mortel, cette héroïne. Je me suis dit, bordel, mais ça fait longtemps que j'avais pas vu une héroïne aussi cool et qui va de l'avant et qui en même temps ouvre sa bouche quand elle fait face à des choses complètement absurdes de la part de sa hiérarchie et tout ça. Et le fait que ce soit une héroïne aussi rajoute encore plus de poids du coup à l'histoire et aux conséquences du coup de ses actes. Et c'est ensuite que j'ai découvert l'histoire de Junya Inoue en tant qu'auteur et du coup son background dans le jeu vidéo, le fait que c'est quelqu'un qui voyage vraiment d'un art à l'autre un petit peu au gré de ses envies, quelqu'un de très libre, presque punk lui aussi du coup, et ça se ressent dans la série. Donc c'est trop marrant d'avoir une série qui va être vraiment dans une sorte de satire sérieuse, qui, ça n'empêche pas l'humour, hein, et qui en même temps, forcément, délivre aussi du giga design de kaiju, parce que Junya Inoue c'est quand même un dessinateur incroyable. Donc il y a du giga design de kaiju, il y a des exosquelettes de foufou, il y a de la recherche, c'est quasi réaliste. Alors c'est pas de la hard science non plus, hein, parce que bon, Dieu merci, il n'y a pas encore trop de menaces de kaiju a priori, mais quoique. Mais il y a quand même cette approche un peu réaliste des choses
qui vraiment est mortel. Et surtout, je me disais, mais on n'a rien qui ressemble à ça chez Mangetsu. Ça permettra vraiment de développer aussi d'autres thématiques et tout ça, parce que j'ai, à ma connaissance, très peu de militaires dans la collection Mangetsu, à part si on remonte au Shinsengumi, du coup, mais ils ne sont pas tout à fait habillés pareil. Et voilà, vraiment, c'est un vrai coup de cœur. Ptoum, c'était quand même une série super marquante aussi à l'époque. Et vraiment, ça vaut le coup de diguer. Je pense même, mais c'est pas une annonce aujourd'hui, c'est pas une promesse, c'est une réflexion que je fais à voix haute, essayer d'accompagner un peu la série de contenu éditorial pour un peu expliquer aussi comment fonctionne l'organisation militaire japonaise. Évidemment, il pourrait y avoir des notes où c'est déjà un petit peu expliqué au sein de l'histoire, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à éclaircir, parce que moi je fais beaucoup de recherches en la lisant à côté, pour aider à la lecture, sans non plus que ça puisse pas être lu premier degré en mode boum boum, grosse roquette dans gros monstre, quoi. Et les deux fonctionnent très bien, c'est-à-dire qu'il y a des tomes, on va être vraiment dans la bureaucratie, et d'autres on va vraiment être dans l'action. Et ça aussi c'est un peu punk, parce que c'est très fluide en fait, c'est très naturel la façon qu'a l'histoire de se développer. Et voilà, j'espère vraiment que vous kifferez Kaiju Jetai, parce que c'est une série en plus où j'ai un petit peu lutté pour la récupérer. Mais voilà, ça sortira normalement en fin d'année prochaine. En 2023, c'est sûr. C'est pas impossible que ce soit un petit peu avancé. Ça dépend aussi de votre réaction par rapport à cette annonce et tout ça. Mais j'ai trop hâte. J'espère que ce que vous envoyez à l'écran vous plaît. Bon, les couvertures envoient du steak de fou. Ça fait vraiment, voilà, ça rappelle le gros auteur qui arrive avec des gros designs et des gros machins et tout. Mais dans la série, il y a aussi beaucoup de finesse et une héroïne absolument mémorable. Donc, je sais pas du tout où on va encore. La série n'est pas finie au Japon et je sais pas vers quoi on se dirige. Il y a presque quelque chose de très 90s en fait, dans la façon justement de surprendre et de casser le rythme et de partir sur complètement autre chose au bout d'un moment. Et je ne serais pas étonné qu'il y ait un énorme twist à un moment donné, notamment du côté de l'origine des kaiju et tout ça. Mais pour l'instant, l'auteur joue vraiment avec nos nerfs et surtout, on ressent le risque pour les personnages et vraiment le besoin de survie et tout qui se fait là avec des armes, des militaires et des opérations et tout ça. Et voilà, j'espère vraiment que vous kifferez. Je suis super content de vous avoir annoncé ça. On se retrouve du coup au mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est Halloween. Vous pouvez peut-être imaginer des petites annonces qui vont bien à Halloween. Et puis on aura de très belles sorties aussi le mois prochain, avec notamment Deep 3 en nouveauté, Soichi, je vous en parlais tout à l'heure, et encore plein d'autres choses. D'ici là, prenez bien soin de vous, lisez plein de mangas. Ciao tout le monde, à bientôt.